C'est parti. Salut à tout le monde pour ceux qui verront le replay. Et merci à de ceux qui sont là, vu que nous sommes très en retard sur l'horaire. Et encore une fois, mes excuses. Donc, on est sur le dernier live du Level Up ton éducation positive. Et j'ai choisi un sous-sujet, on va dire, pour aujourd'hui, ou un sur-sujet, je ne sais pas, puisqu'on va parler de la muselière. C'est un exemple qui est très précis, qui n'est pas forcément très complexe, hein. C'est pas parce que c'est un apprentissage extrêmement difficile que je l'ai pris pour ce live qui est censé aborder des sujets plus difficiles. Je l'ai pris pour qu'on ait vraiment un exemple précis sur lequel réfléchir. Et parce que la muselière, je pense que c'est un excellent sujet et j'ai plein de trucs à en dire. Donc j'ai préparé euh, mes petites notes. Je vais m'y référer plusieurs fois. J'espère que c'est un sujet qui va vous intéresser. À la toute fin du live, si on a 5 minutes, je ferai peut-être 5 minutes de pub juste pour vous annoncer mon planning à partir de septembre, c'est-à-dire dans 3 jours. Comme qui dirait, il serait temps. Euh, oui, cette femme a un front, pas trop, un petit peu. Euh, allez, la muselière. Je sais que c'est un sujet qui peut paraître pas très très intéressant. Et si je vous dis je sais, c'est parce que j'étais monitrice en club canin. Et quand on est moniteur en club canin, notamment les clubs, enfin, surtout que d'ailleurs, les clubs affiliés à la CNEAC, on peut passer un monitorat d'éducation canine. Ce qu'on appelle un MEC, un ou deux. Moi, j'ai passé le premier, j'ai pas eu l'occasion de passer le deuxième, donc je me suis arrêtée au premier. Et lors du MEC 1, on apprend à faire une série d'apprentissages. Et dans cette série d'apprentissages, il y a des choses comme le rappel, le assis, le couché, le debout, ce qu'on appelle les positions. Et puis il y a des choses comme mettre la muselière. Quand je suis allée passer mon MEC 1, il y avait donc différentes tables qui avaient été organisées par atelier. Et ils ont annoncé quelle table correspondait à quel atelier. Donc moi j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, apprendre ainsi le rappel en club canin, j'ai tellement pas envie. Et donc, je me suis dit, vraiment, le plus intéressant, il y en a d'autres, hein, mais le plus intéressant de tous les sujets qui sont abordés, c'est la muselière. Donc, toc, 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 je suis vite, vite allée à la table de la muselière, trop contente d'avoir le super sujet. Et j'ai bien vu que j'étais la seule à me jeter sur cette table-là, hein. J'ai bien vu que c'était les démunis qui sont petit à petit arrivés à ma table, que j'appellerais ma table de manière très, très possessive. Et quand l'instructrice est arrivée, elle nous a regardé avec un petit air mes condoléances en disant, oui, bon, je sais, la muselière, il n'y a pas grand-chose à dire. Et moi, je suis restée, hein? Comment ça, là? Enfin, il y a une table pour le assis quand même. La muselière, il y a de quoi faire une journée complète de conférence, hein. Là, je vais faire très très vite. Mais il y a de quoi dire des milliards de choses sur la muselière. Donc, voilà, je suis restée un peu... Ah. Puis l'instructrice est partie. Et donc je me suis retournée vers les autres et en mode alors, qu'est-ce que vous voulez dire sur la muselière? Et il y a eu un énorme blanc. Parce que la table des démunis ne savait pas quoi dire sur la muselière. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire. Et donc pendant tout le week-end, les gens ont cru que j'étais vendeuse de muselière pour savoir autant de trucs sur la muselière. Mais non. Je ne suis pas vendeuse de muselière. Peut-être qu'il y a une reconversion quelque part, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais que ce sujet est pas, visiblement, pas très sexy pour le reste de l'humanité. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une muselière qui n'est pas une muselière recommandée en termes de matériel. Je vais vous montrer une Baskerville. Voilà. Et je ne vais pas parler d'équipement. Donc juste ça, là, c'est pas ce qui est recommandé, sauf à la limite, hein, si vous voulez une muselière super rapidement pour aller chez le vétérinaire 10 minutes. Voilà. Avec un chien qui ne risque pas de bouffer le musée vétérinaire. Parce que ça n'empêche pas de mordre. Mais bon.
Moi, j'ai cet usage ultra précis, donc j'ai gardé mes Baskerville pour 10 minutes chez le veto. Voilà. Pour tous les autres, il va falloir viser d'autres types d'équipements. Mais bon, on fera avec ça aujourd'hui. Et je vais pas vous parler plus que ça de l'équipement lui-même. Ce que je vais vous parler, c'est juste de l'apprentissage. Alors, pourquoi l'instructrice a commencé par dire la muselière, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est parce que la majorité du temps, pour apprendre la muselière, alors vous allez voir, aujourd'hui, je suis suréquipée. J'ai un chien. Et le pire, c'est que la muselière lui va à peu près. Il en faut peu pour être heureux, hein. Donc la majorité du temps, on va juste prendre une muselière, la foutre sur le nez du chien. Hop là, mon loulou. On attache. Je vous jure, elle lui va. Et puis lui, il n'a pas de problème pour allaiter. Euh, et on s'arrête là. Alors vous pouvez me dire, bah, ça, c'est pas de l'apprentissage. Et c'est vrai, mais c'est également faux. En réalité, si je fais ça, juste ça, à force, mon chien il va peut-être s'habituer. C'est un type d'apprentissage, l'apprentissage par habituation. Ou alors il va peut-être se sensibiliser et il voudra plus du tout la voir la muselière en peinture. D'ailleurs, si vous le faites que chez le vétérinaire et comme ça, il est fort possible que votre chien, il ait l'air tout malheureux et que très vite il veuille plus du tout l'avoir sur le nez. Je te fais parler, bonhomme, ça craint. Euh, donc c'est sûr que si on s'arrête là, avec n'importe quelle muselière, le sujet devient pauvre. Bon, on va faire un peu mieux que ça quand même. Allez, je vous montre un peu mieux que ça quand même. Le premier point qu'il faudrait, c'est commencer par diviser l'apprentissage. Parce que juste lui mettre sur le nez, ça marche pas. Donc ce que je vous propose là, c'est que moi je vais boire un coup. Et pendant que je vais boire un coup très tranquillement, vous allez m'écrire sur un petit papier ou dans votre tête si vous n'avez pas de petit papier, comment vous pourriez diviser l'apprentissage de la muselière. Comment je fais pour qu'il y ait plusieurs étapes? Muselière, chien. À vous de voir comment vous divisez. Je bois mon petit coup d'eau. Euh, et ensuite, je vais vous dire comment je le divise, moi. Juste, je pars du principe que ce chien est un bon exemple du chien sur lequel on l'apprend. Zen, cool, qui risque pas de vous manger. Bref, il n'y a pas de souci avec ce chien en peluche. C'est vraiment à lui que vous essayez de l'apprendre. Juste, ouais, normalement, il a un peu plus de cerveau que ça. Allez, je vous laisse réfléchir. Ça se voit que je suis un peu stressée, hein? Oui, un peu. Je parle vite. On va avoir fini en 10 minutes, je vais pas comprendre. Vous me dites quand vous avez un début de piste? Oui, Caroline? Pardon, j'ai eu du mal à trouver mon micro. Moi, je dirais un truc important que tu viens de dire juste avant de boire, c'est que si le chien est stressé, déjà, on peut rien lui apprendre. Donc, C'est pour ça, j'ai dit vraiment, on considère que c'est un chien en peluche. Knipif a excellemment appris à mettre la muselière sur lui-même. Ça peut marcher sur un humain aussi en soi. Considérons juste qu'il n'y a pas de problème avec ce petit chien. Il y a juste ma merveilleuse démonstration. Ils ne le verront pas en replay, mais la démonstration est succulente. Donc oui, vraiment, il n'y a pas de problème avec le chien. On est vraiment juste sur la partie apprentissage. donc déjà, lui présenter l'objet sans, enfin, poser, quoi. Alors, il y a des réponses dans le chat. Du vrai, étape.
Mhm, mhm. Ok, vous avez tous à peu près une idée en tête. Vos idées sont peut-être parfaites et peut-être plus fonctionnelles que l'idée que moi je vais vous présenter. Euh, donc, il ne faut pas que vous corrigiez votre tuto en fonction du mien. Euh, on ne devrait pas directement. Ok? Sur le papier, il y a plein de tutos différents qui peuvent marcher. Moi, j'aime bien utiliser celui-là. Donc, étape 1, on prend sa muselière et on écarte tout ce qui peut gêner. Elle est raide qu'elle en peut plus, elle est boueuse qu'elle en peut plus. Ouais, je sais, j'ai dit vétérinaire. Il y a un autre petit usage à la maison qui fait qu'elle est boueuse. Bref, je vais y arriver. Hop, l'idée c'est que si le chien met le nez dedans, il n'y a rien qui va venir l'accrocher. Il va pouvoir ressortir aussi sec. Une fois que j'ai fait ça, ça ressemble pas à grand-chose, je mets ma muselière dans ma main et je considère que c'est une gamelle. Donc, je mets des friandises dedans et je laisse le chien manger dedans. En soi, c'est à peu près tout. Si j'ai vraiment un extrêmement glouton qui me finit tout en un quart de seconde, ben, je tartine de pâté au fond. Si vraiment ça suffit pas, je glisse un tube de pâté par là. Il n'y a que le bout du tube et j'appuie gentiment sur le tube de pâté, donc il faut lécher le tube de pâté. Ce qui va me permettre de gagner un petit peu de durée avec mon panier. Bon, ça c'est mon étape 1. Ça apprend au chien à chercher à mettre le nez dedans. Étape 2. Alors, cette muselière n'est pas montée pour l'étape 2. Je vais essayer de vous montrer pourquoi elle n'est pas montée pour l'étape 2. Je vais même pas arriver. Donc, elle a le truc là. Donc, ce truc-là, moi, je l'enlève quand j'apprends. Et je peux même l'enlever après. Il n'est pas retiré sur cette muselière parce qu'il faut le casser pour le retirer sur cette muselière qui n'est pas du tout pratique. Mais sur la majorité des muselières, ça se retire. Donc, hop. Étape 2, c'est juste un passage de sangle. Donc, je vais pas tout la défaire. Mais dans l'idée, je fais en sorte que mon passage soit assez grand pour que le chien puisse glisser sa tête à l'intérieur. Ça marche pas avec celui-là. Il a la bonne taille, mais quand même, on va en prendre un autre. On glisse, alors normalement que la tête, et on récompense le chien quand il est soit de l'autre côté, si on y arrive, soit quelque part sur le trajet. Alors ça peut être un petit peu compliqué avec la muselière. Donc il ne faut pas hésiter à changer d'outil et prendre absolument n'importe quoi. Parce que n'importe quoi peut très très bien faire l'affaire. Ce qu'on apprend, en fait, c'est un passage de sangle. Donc j'ouvre ma sangle. Bravo mon chien, tu as passé la sangle, c'est merveilleux. Bravo mon chien, tu as passé la sangle jusqu'à ce que je puisse poser sur le chien. Hop. Si j'arrive à cette étape-là, je suis ravie. Ce qui veut dire qu'à terme, j'apprends à mon chien à avoir. Ouais, il va quand même falloir que je l'ouvre. Sa muselière qui pendouille sur son cou. Comme ça. Oh mon loulou. Une fois que j'en suis là, donc j'ai appris le panier, j'ai appris le passage de sangle, je peux passer le truc, il peut marcher. Je peux le récompenser parce qu'il marche, hein, avec juste sa muselière sur le cou. Alors vous allez me dire, une muselière sur le cou, c'est quand même pas une muselière sur le nez. C'est vrai, mais c'est aussi extrêmement faux parce qu'il suffit de l'attraper, la muselière, de tirer gentiment vers l'avant, et la majorité des chiens arrivent à glisser le nez dedans. Et hop, alors, on est d'accord que j'ai toujours cette sangle qui m'embête que normalement, j'enlève. Mais d'un seul coup, hop, j'ai bien un chien muselé. C'est-à-dire que je vais juste vraiment passer du coup, je tire un tout petit peu, et le loup, t'as vu, il y a le panier. Comme il a appris à mettre le nez dedans, il va y aller tout seul. Ça, c'est une étape qui est donc super importante. Et on est d'accord que l'étape d'après, c'est, hé, les loups, on y va, on marche ensemble. Et là, j'ai fini d'apprendre la muselière. Ce qui veut dire que moi, j'apprends séparément le passage de sangle et le panier de la muselière.
Et je renforce le fait d'être à l'aise avec et d'être capable de marcher. Des gens qui arrivent, je suis désolée, je suis très en retard, du coup, j'ai pas pu vous attendre. Euh, Quand j'ai fait mon mec 1, j'ai donc fini par expliquer que moi, je faisais comme ça. J'ai donc présenté aux autres ce que je faisais. Et puis, il y a un moment où on arrive sur terrain. Et sur terrain, il faut tester comme si c'était un vrai cours. On a cinq six chiens. Ah ben allez, c'est le moment de montrer ce que tu peux faire avec et tout et tout. Donc, on a testé cette méthode sur cinq six chiens. Et les résultats, bah, aucun souci. En quelques minutes, j'avais 5-6 chiens avec une muselière sur le nez. Alors, j'ai oublié un détail quand même. Si vous faites tout comme j'ai dit, contrairement à lui, vous allez avoir les sangles qui pendouillent là. Parce que pour qu'il puisse passer aisément la tête, il va falloir détendre. Moi là, j'ai pas pu, mais il va falloir détendre. Donc ça veut dire qu'on a une dernière étape qui est de resserrer. C'est pour ça que, en termes de matériel, je déconseille les clips et je recommande plutôt d'avoir les passages comme d'une ceinture, comme Knippif est en train de montrer, je pense. C'est beaucoup, beaucoup plus pratique pour faire cet exercice-là. Si vous avez ça, c'est un peu plus chiant parce qu'il faut les dérégler complètement. Vraiment, c'est pas du tout une bonne muselière. Euh, C'est une chopo. ouais, la Chopo, elle est cool. Je bave Ah un peu. bah, j'en ai testé plein et finalement, on est toujours revenu à la chopo. Ouais, la Chopo, vraiment. Mais donc, pour de l'apprentissage, vraiment, évitez ces petits erreurs-là. Ça vous permet pas de détendre. Et détendre, ça, c'est super important. Même si on peut passer par un outil transitoire pour essayer de l'apprendre, détendre, c'est quand même bien. Donc, ça veut dire qu'il nous reste juste à resserrer les sangles, ce qui est une petite étape pour ces chiens-là. Donc, le résultat sur le terrain, bah, nickel. Et super rapide. Le point à retenir, c'est vraiment, j'ai pas 5 heures de cours, on est d'accord, hein, ça se fait en un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes, j'ai ces chiens muselés. Sur le papier, je suis bon. Et en vrai aussi. Et ça va me permettre de parler d'un mythe qui est l'idée, je sais, on est dans un cours qui est censé être avancé, mais ça vaut toujours le coup de revenir sur ces petits mythes. L'idée que c'est plus lent quand on apprend en positif. Et cette idée, je pense qu'il faut la déconstruire surtout dans la tête des gens qui font du positif, parce qu'on la concède. Mais c'est faux. Très très concrètement, c'est faux. Je vous ai dit, l'autre solution, bah, on le met sur le nez et il va bien s'habituer. Oui, peut-être ou peut-être pas. Et puis s'habituer, en fait, en termes d'apprentissage, s'habituer, c'est pas rapide du tout. On s'habitue pas en 5 minutes, on s'habitue sur la durée, ou on se sensibilise d'ailleurs sur la durée. Donc en termes de pur apprentissage, c'est excessivement rapide. Et surtout, on a moins de crash. C'est-à-dire que bah, si je prends le risque que le chien il se sensibilise à sa muselière, je prends le risque que le chien il veuille plus s'en approcher. Et là, ça devient autre chose. Bonheur. Un bonheur. Ok, pour l'instant j'ai dit des trucs, mais j'ai pas dit grand-chose quand même. Alors, reprenons. On est dans un cours un peu avancé, on est d'accord. Étape 1, panier. C'est celle-là. Bon, je vous ai dit, dans l'idée, c'est une gamelle, je récompense dedans. Est-ce que ça vaut toujours le coup de récompenser dedans? Et surtout, qu'est-ce que je récompense si je récompense toujours dedans? Si je récompense dedans, bah, je récompense que le fait que mon chien ait mis le nez dedans. Oui, c'est bien mon loulou. Et à partir de là, bah, je ne suis plus du tout en train de récompenser le fait qu'il ait mis le nez dedans. C'est déjà fait, c'est passé. Non, là, je récompense le fait qu'il ait gardé le nez dedans. Et en soi, bah, c'est bien. C'est vraiment une bonne chose. Puisque le but de la muselière, c'est qu'il garde très longtemps le nez dedans. Parce que même 10 minutes, c'est très long en réalité, hein, pour un chien. On ne leur demanderait pas 10 minutes de assis. Hein, on est d'accord? Comparez toujours ça à notre apprentissage pour vous demander si c'est long ou si c'est court. Donc, ah, elle est un peu trop étroite en plus pour toi. Excusez-moi.
Euh, Moi, j'ai une peluche, je gagatise, hein. Ça peut valoir le coup de mettre un signal de fin. Ok, c'est fini. Et de récompenser loin. Le chien enlève sa muselière. Il va la manger plus loin. Et là, la muselière est à nouveau là. Et on peut la réenfiler. Et là, à nouveau, je récompense le fait de l'enfiler. Et ça va être super important pour des chiens qui ont du mal avec ce premier mouvement, ce premier contact, mais qui n'ont pas forcément de mal derrière de marcher, par exemple. C'est bon. Mais la glisser sur le nez, un peu moins. Vous voyez l'idée? Donc, je récompense loin, avec un code, c'est fini. Donc, je code vraiment le fait d'enlever la muselière. Ce qui fait que petit à petit, mon chien va rester dans la muselière tant que j'aurais pas dit c'est fini. Et quand c'est fini, miam, 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 on est récompensé de l'arrêt et je peux relancer le jeu ou pas. Et en fait, ça, c'est un truc qui est important. C'est de pas se mettre dans une situation où on est bloqué. Ouais, le chien, il a réussi. Bon, attendez, il faut que je remette les conditions de départ pour qu'il réussisse à nouveau. Ah, c'est pas très optimal. Non, ça vaut le coup que ma récompense relance le truc. Que ça me le remette à un endroit qui est mon endroit de départ. Donc là, vous voyez qu'en fonction de où je récompense, et même pas quand, enfin un peu quand, mais surtout où, je récompense pas la même chose. Étape 2, le passage de sangle. Donc j'ai dit avec quoi travailler. J'ai ma vraie sangle, j'ai des fausses sangles. Je peux le faire avec des colliers, des harnais, des sacs qui ont des anses un peu longues. Je peux le faire avec tout et n'importe quoi. Et il y a plusieurs intérêts à le faire avec tout et n'importe quoi. Déjà, si vous avez un chien qui bloque et qui n'a pas du tout envie de le faire avec la muselière, c'est pas grave, mon loulou. On le fait avec autre chose. Et ça peut passer très très bien. Ensuite, on a des chiens qui, des fois, ont besoin de plusieurs séances parce que ils sont pas arrivés au bout de l'apprentissage, ils sont pas arrivés assez loin dans ce qu'on voulait ou assez vite. Bref, il y a encore des choses à bosser, mais ça les ennuie. Ou vraiment, ils voient le truc arriver et ça les démotive complètement. Eh bien, en fait, en changeant de support, c'est un peu comme si on changeait d'exercice. Je vais prendre un exemple bête, mais vous ne feriez pas en boucle la même grille de Sudoku. Et peut-être que le peu de variation que peut avoir une grille de Sudoku par rapport à l'autre, c'est suffisant. Ben là, c'est pareil. On change un détail. C'est pas la même muselière si on en a plusieurs. C'est pas la même texture. Tiens, ce truc-là fait du bruit. Et en plus de ça, vous allez, l'air de rien, désensibiliser votre chien à plein de trucs. Ce qui vaut le coup si un jour vous voulez changer de harnais, mettre un gilet de sauvetage ou je ne sais quoi. Tout est possible. Euh, et puis, donc j'ai des étapes que j'appelais 3 et 5. C'est les étapes où on fait marcher. Alors, marcher un coup avec la muselière autour du cou et puis marcher avec la muselière sur le nez. Ces deux étapes, on peut y ajouter un truc. On pourrait dire, bah, quand je vais te faire marcher, je vais pas te faire marcher n'importe où, je vais te faire marcher dans le meilleur endroit du monde. Pourquoi? Parce que c'est la muselière qui permet d'avoir accès au meilleur endroit du monde, et comme ça, on se retrouve avec une association positive. Et c'est aussi une forme d'apprentissage qui vaut complètement le coup. Et il y a Knipif. Oh, je t'appelle Knipif, c'est Canipif. Ouais, ouais, en fait, c'est pas grave. En fait, moi j'ai vu bosser des apprentissages, on part avec un grand bol, Ouais, on fait tomber la croquette dedans, après on passe sur un gobelet, et après il y a une étape en fait, c'est avec un tube PVC, ouais, ou un rouleau de scotch. ouais, et il met dedans et hop, ça tombe. Ouais. Euh, j'ai vu ça aussi. Je l'utilise pas parce que quand le chien n'a pas un problème avec la muselière, ça fonctionne très bien. Bah, Je, je- soyons simples, Moi, je suis fainéante, comme toujours. efficaces. Donc, si le chien ne veut pas mettre le nez dans la muselière, s'il a un problème avec la muselière, je n'ai aucun doute que effectivement, ça vaut le coup de passer par des gobelets, des tubes de scotch, des tubes PVC, ce que vous avez qui permet de remplacer.
Mais si votre chien accepte de mettre directement le nez dedans, ça m'arrange qu'on commence par ça. Parce que là aussi, on fait une association positive. On transforme la valeur de la muselière. C'est-à-dire qu'en la voyant, votre chien il va se dire gamelle. Mhm. Et au plus on le fait, au mieux ça marche. Ce qui ne veut pas dire que la variété n'est jamais intéressante. Elle est toujours Après, faut, intéressante, surtout ah, si on le fait beaucoup. après, faut pas qu'il ait fait une mauvaise association à cet objet-là, sinon on est obligé de changer de modèle de muselière. C'est ça. De Donc modèles, et encore quand on on, arrive, euh, on part d'un objet vierge, en fait. ouais, idéalement. Ou positif. C'est Oui. rarement Enfin, déjà positif, mais voilà. oh, il y a un débarbouillage en cours. Ça va, Cécile? Ça va, elle est partie rapide sur un oiseau qui partait, l'ordinateur a volé, moi aussi, oulala, c'était un peu chaud. Bonjour tout le monde. Bon, je parle avec les gens parce que je les vois en plus. Ceux qui verront le replay, je crois que ne vous voient pas. Donc ils auront que mes réactions. Ça va être rigolo. Bon, Ouais. je vous ai dit tout ça. Et bah, quelque part, c'est adorable. J'ai envie de dire, c'est très facile. Et par rapport à un live numéro 4 sur Level Up et tout, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On est vraiment sur des bases, on change d'objet, on varie un peu. Bon, c'est mignonné. Euh, du coup, je vais poser la question qui fâche, qui est une question qui, je pense, est fondamentale. Euh, c'est quoi les prérequis pour travailler ça? De quoi on a besoin pour pouvoir, n- ne serait-ce qu'imaginer, commencer ce travail super simple? Alors, ne me répondez pas comme ça. Essayez de prendre un papier pareil ou dans votre tête de noter tout ce qu'il faut déjà avoir pour pouvoir faire ce travail simplissime. Euh, du côté du chien. Du côté du chien. On va être gentil. Du côté du maître, on est d'accord qu'il faut beaucoup de choses. Juste du côté du chien. Ben, un chien. Il faut un chien. Une ça marche. Oui, Caroline, Une relation de confiance entre le chien et son humain. par exemple. Mais je vous laisse réfléchir tranquillement. Moi, j'en ai noté quelques-uns. Je vais vous lire ce que j'ai noté. Et puis après, je... Ou alors, je vais vous raconter un truc et après, je vais vous lire ce que j'ai noté. Je vais vous raconter un truc avant, je crois. Je vous raconte mon histoire? Donc, moi, un jour, je fais un forum des associations et je rencontre des bénévoles, et pas que des bénévoles, d'ailleurs des salariés, d'un refuge. Je discute et ils me proposent de venir. Et j'y vais en tant que bénévole un bon moment. Et puis on va me proposer de m'employer sur le refuge pour que j'essaie de faire passer deux chiens, enfin trois d'ailleurs, trois chiens évalués 3 sur 4 sur le protocole des mordeurs, donc 3 sur 4 en niveau de dangerosité. Ouais. C'est C'est déjà bien. bien beau, hein, euh, et que j'essaye de les faire passer à 2 sur 4. Parce que à 3 sur 4 ils sont au refuge, mais on ne peut pas les faire adopter. À 2 sur 4 on peut les faire adopter. Mhm. Ok. Moi, sur le papier, ça m'intéresse, il n'y a pas de souci. Par contre, bah, c'est pas moi qui fais l'évaluation. Moi, je suis pas vétérinaire comportementaliste, je suis que comportementaliste, ça me va très bien comme ça. Donc, je peux pas du tout garantir que le vétérinaire comportementaliste qui passera va estimer que ces chiens ont assez progressé. D'autant plus que la personne en question est en coercitif et que quand le chien commence à faire greux, elle insiste. La Euh, vétérinaire? la vétérinaire. Ah, putain. Euh, donc, si en plus, moi, les chiens n'ont pas le droit de communiquer, c'est un gros défi. Mais donc, j'y vais. Euh, j'ai affaire à trois loulous. Un loulou qui n'aurait pas dû être évalué parce qu'il n'a jamais mordu d'humain et qu'il n'aurait pas dû être évalué à 3 sur 4 parce que c'est un nounours. Comme ça,
mais un peu comme la version de Cécile, en mode léchouille et tamponnage. Il a été évalué 3 sur 4 parce qu'il est énorme. Et le vétérinaire a dit: «Oh oui, mais vu comme il est gros, c'est très dangereux.» Ce qui est complètement hors du cadre de la loi. On ne va pas se poser de questions. Bon. Restons calmes. Ok. Ouais, ouais, Donc pour ce chien, qu'est-ce que j'ai à faire? Ben, pas grand-chose. Lui un apprendre régime. à faire, certes, mais je vais faire à peu près ce qui est dit, voire moins. Il est tellement joyeux, il se jette dedans, il est tellement content de sortir en balade que ben, on fait des balades. Il est tellement content de sortir en balade qu'il arrive à arracher, à déchirer son harnais en deux lors de la première balade. Oui, il faut être deux pour déchirer. C'était moi de l'autre côté. Visiblement, j'ai des appuis. Mais il a quand même vraiment tiré comme un bourrin. Euh, Lui, au bout d'un moment, on a réussi à le faire adopter. Bon, bref, on s'est débrouillé. Et les deux autres? Et les deux autres, ça se corse. Il y a un loulou qui a mordu X fois, X fois, dès que quelqu'un rentre dans son box. Ou dans un parc où il est, hein. Il n'y a pas que le box, hein. Et point vraiment, vraiment problématique pour moi, il n'a pas forcément mordu les bras ou les jambes, mais le ventre. Alors, ça vous paraît peut-être pas très embêtant, mais si vous avez un chien menaçant qui arrive vers vous, vous risquez de mettre des bras en défense, ce qui fait que beaucoup, beaucoup de plaies dues à des morsures surhumains sont aux avant-bras. Vous êtes défendu. Non, c'est calme, qu'est-ce que tu cherches? Autre possibilité, Tout vous avez eu peur, vous avez fait demi-tour, vous êtes parti en courant, le chien vous a chopé les mollets. à l'heure? Attention Dominique, Dominique, Caroline, on t'entend. Pouf, j'ai coupé. Euh, donc les trous aux mollets, les trous aux bras, c'est Aux pas que c'est pas fesses. grave, mais je comprends. J'ai eu en clientèle, donc ce loulou-là qui passe les bras pour choper le bide, et un autre chien qui passe les bras pour choper le cou. Je suis désolée, mais passer les bras, ça ne me convient pas. Je, je suis capable de reculer, de rester super calme, de passer les bras. Vraiment, c'est qu'il y a quelque chose que je comprends pas et qui ne me va pas. Donc ça doit être un élément d'alerte. Donc j'ai ce loulou-là qui a bouffé X personnes. Les morsures sont plus ou moins graves. On parle de plein de gens qui sont allés à l'hôpital, hein. Et il ne grogne pas avant d'attaquer. Bon, premier défi, comment je fais pour lui apprendre la muselière? Je vous ai dit, hein, c'est quoi les prérequis? Ben, je sais pas apprendre une muselière à travers une grille, moi. Il faut que la muselière, elle soit du côté du chien. Mais si la muselière est du côté du chien, il faut bien que quelque chose la tienne. Donc il faut que mes bras soient du côté du chien. Je ne vais pas passer que mes bras, hein. J'y tiens. J'aimerais bien rester accrochée à eux. Donc il faut que je puisse rentrer dans le box. Alors vous allez me dire, normalement, les refuges sont super bien équipés, ils ont des petites trappes, ça permet d'apprendre au chien à passer uniquement la tête. Oui, plein de refuges, pas le mien. Ah, Vous allez peut-être me dire, est-ce qu'on pourrait pas trouver une combine en entrebâillant une porte? J'ai testé, eh ben, ça nous fait prendre des positions qui sont vraiment pas évidentes. Ça a été mes pires moments de stress. Vraiment, la sécurité, porte entrebâillée. Pouf. C'est pas beau. Voilà, c'est pas beau, je vous conseille pas, hein. Petite trappe, ça a l'air confortable. Je n'ai jamais eu l'occasion de tester. Donc voilà, premier défi, être dans le même box que ce chien, ou dans le même parc que ce chien, sachant qu'on ne peut pas le museler avant, puisque je suis là pour lui apprendre la muselière. Et non, je n'ai pas un assistant que je peux guider à distance ou que je peux former, et qui connaît le chien. Parce que les seuls qui arrivent à le voir sont très occupés, parce qu'ils ont tout un refuge à gérer. Voilà. Deuxième chien.
une petite chienne d'ailleurs, adorable, avec qui j'ai eu une relation vraiment, vraiment très cool, qui a fini par être adoptée, contrairement au loulou dont je viens de parler, qui est toujours à l'adoption. Euh, Vu comme j'en parle, je vais pas vous dire qui c'est. C'est pas une super pub, le pauvre. Sauf si vous êtes ultra intéressant. C'est dans ces cas-là, n'hésitez pas à venir me voir en MP. Euh, mais donc, la petite louloute, elle, de son côté, elle n'a mordu qu'une seule fois. Bon, c'est beaucoup mieux. Elle a été promenée X fois par X personnes sans jamais manger personne. Génial. Mais la seule et unique morsure qui a eu lieu sur le visage et elle a défiguré quelqu'un. Alors, pour sa défense, elle est restée gueule ouverte. Mais elle a cogné tellement fort qu'elle a réussi à l'ouvrir partout. Mais elle est restée gueule ouverte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est penchée, la personne, en se disant, ah tiens, son harnais est pas bien serré. Je vais toucher son harnais. Elle a touché le harnais sur le côté. Voilà, plus de visage. Ah oui. Et là, on a un autre prérequis que vous avez peut-être vu arriver avec le premier, mais il faut que je me sente en vrai. Si moi je suis une boule de stress, une boule de nerfs, hein, bah, les chiens ils seront pas ultra zen face à moi, ils vont bien sentir qu'il y a un pépin. Alors de là à imaginer que c'est eux le pépin, il va y avoir du temps, hein. Mais il faut que je sois zen, il faut que je sois à l'aise. C'est-à-dire que même si vous êtes à l'aise avec le chien, mais que mettre une muselière, ça vous met vraiment vraiment mal, c'est quand même pas génial. Bon, imaginons que j'arrive à rentrer dans le box, ce que j'ai fini par faire, hein, avec les deux. Euh, Alors, on est d'accord que dans ces cas-là, on met pas une tenue de protection ultra épaisse et tout, hein, vêtements de ville, et on y va, parce qu'il faut avoir de la mobilité. Si un bibendum arrive, ça va faire très très bizarre au chien. Et en plus de ça, les tenues de mordant, notamment, elles ne protègent pas réellement des morsures. Enfin, si, elles protègent réellement des morsures, mais surtout on apprend au chien où mordre. Si le chien vise le visage, si le chien vise les doigts, c'est quand même pas parfait, quoi. Euh, une fois qu'on est dans le box, prérequis, ben, pour mettre une muselière, ça va vous paraître très très bête, mais j'ai besoin de pouvoir approcher la tête du chien. C'est mieux. C'est mieux. Je peux tenter sur un bout de queue, mais la tête, c'est mieux. Et pour approcher la tête du chien, ça va aussi vous paraître très bizarre, mais ce sont pas des chevaux. Il va falloir soit que je me penche, donc que j'emploie une position pas polie, qui peut déclencher une attaque, soit que je m'assieds, et donc dans tous les cas, que mon joli visage d'ange se retrouve près de cette tête non muselée. Et à nouveau, en cas de coup de stress, c'est pas génial par rapport à l'apprentissage. Il faut s'en sentir. Et pour ceux qui se posent la question, je ne suis pas du tout suicidaire. Je suis plutôt flippette. Je ne me suis toujours pas fait dévorer et c'est parce que je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de sécurité. J'y vais lentement. Je prends mon temps. J'essaye de tout faire bien pour vraiment, vraiment éviter les morsures. D'ailleurs, juste en passant comme ça, un grand bout d'éviter les morsures, c'est de se préparer correctement. C'est-à-dire d'être maître de la situation. Donc là, c'est moi qui dis quand est-ce que les chiens sont dans quelle partie, dans le parc, pas dans le parc, les équipements que j'ai. Tout ça, c'est moi qui gère. J'ai quelqu'un qui arrive à me le déplacer de son box au parc. Et sinon, c'est moi qui gère. C'est pour ça que je peux assurer de manière totalement imparfaite ma sécurité. Si je voulais l'assurer de manière parfaite, il me faut la petite trappe. Ce serait déjà beaucoup mieux. Mais si jamais vous allez en clientèle, je sais qu'il y a plein de pros qui me regardent. C'est la même chose. Quand vous arrivez chez votre client, c'est pas vous qui gérez. Je vous annonce que tant que c'est pas vous qui gérez, vous risquez de vous faire manger. Donc, avant d'arriver, ça vaut le coup au téléphone de dire est-ce que tout va bien? Ou est-ce que je dois m'inquiéter quand j'arrive? On doit s'inquiéter. On va isoler le chien. J'arrive, on discute et on voit comment on fait la rencontre.
et je vous promets que ça va vous sauver de beaucoup, beaucoup, beaucoup de morsures. Avant de faire ça, je me suis fait choper une fois. La seule et unique fois de ma vie où je me suis fait choper pour un chien adorable. Après coup, ils m'ont dit qu'il avait déjà mordu plein de personnes. Mais sur le papier, au téléphone, adorable. Non, non, faut se méfier de rien. Je suis arrivée, le chien m'a sauté dessus et il m'a chopé à l'épaule. J'étais debout, hein, précisons. Il m'a chopé au niveau de l'épaule. Et j'ai senti toutes les dents dans l'épaule. J'ai pas bougé. Et puis il a relâché. Ah, oui, ben, on m'appelait pour savoir pourquoi les enfants du quartier avaient peur quand le chien fuguait. Je pense que c'est pour ça. Je n'ai pas mis longtemps à trouver. Et il s'est tout à fait maîtrisé, j'ai pas eu de bleu. J'ai pas eu de trou. Toujours est-il que sur un autre loulou, potentiellement, j'avais plus d'épaule du tout. Donc juste, ça vaut le coup, au téléphone avant qu'on arrive, de mettre nos conditions. Je sais qu'il y a des gens qui prennent des caisses, qui arrivent avec une caisse pour avoir de quoi faire un bouclier. Moi, je fais pas de bouclier de fortune. Moi, j'ai besoin que le chien il soit isolé s'il y a besoin. J'ai besoin que le chien il soit muselé s'il y a besoin. Parce que c'est ça aussi la sécurité. Si je peux pas intervenir en présentiel en sécurité, la vidéo c'est cool aussi, hein. Qui est cool, c'est ma peau. Bref, donc il faut que je puisse atteindre la tête de ces chiens. Donc là, il me faut une chaise. Ce sera plus poli d'être voir mes fesses sur une chaise que de me pencher vers eux. Ok, donc j'intègre la chaise avant à l'environnement dans ces cas-là. Ou alors, il faut que le chien soit à l'aise avec les chaises et les gens assis dessus. Les prérequis, c'est très méchant parce que c'est tout un tas de micro-éléments auxquels on ne pense pas. C'est normal que ce chien connaisse des gens assis sur une chaise. Ouais, ce chien, il vient en refuge depuis X années. Tu crois qu'il envoie souvent des gens assis sur une chaise? Non, juste non. Donc on rajoute. Et puis, une fois que je veux commencer mes apprentissages, là, pendant les 3 précédents lives, je vous ai parlé de l'heure, de capture et de shaping. Ce que je vous ai proposé, c'est quoi? C'est un travail à la bouffe. Mais Oui, si tu tombes certes, sur un chien qui fait de la prod de ressources et que tu viens avec une pochette de friandises, c'est mort. tu leur pars en culotte, hein. C'est ça. Ou si tu as un chien qui fait pas de protection, mais qui a été par exemple affamé Ah et que oui, il va te dépouiller. oui. Quoi que tu fasses, ta pochette de friandises est à lui. Effectivement, c'est un autre prérequis. Mais outre que tu bosses à la bouffe, le chien met le nez dans mon panier. C'est de la capture. La capture, c'est pas méchant, c'est un mécanisme d'apprentissage ultra basique. Bon, la capture, j'ai pas besoin de la prendre avant au chien. J'ai pas de prérequis capture. Par contre, le passage de sangle, soit je le fais avancer vers et je me retrouve en leurre, soit je fais une multitude de clics et je me retrouve en shaping. Je suis pas en capture. Et même si j'essaye de le faire à la capture, ben, il y a quand même un moment où il faut bouger un truc. Je me retrouve en leurre. Ça veut dire que j'ai un prérequis qui est que le chien doit connaître le leurre ou le shaping en fonction de comment je bosse. Alors la bonne nouvelle, c'est que le shipping, ça s'apprend bien, sans aucun souci, à travers une grille. J'ai fait du bucket game, donc pareil, c'est un petit bol et le chien apprend à aller chercher dans le petit bol. Bref, j'ai fait du bucket game pour faire des tests de consentement, des petits trucs rigolos avec ces chiens-là, au shaping, à travers grille. Pas de souci. Par contre, le leur, ça se fait, mais c'est pas rigolo, rigolo à travers grille, hein. Ça se fait plutôt en seconde intention une fois qu'on y est. Mais le leurre suppose qu'on mette en jeu généralement sa main ou une autre cible. Alors sa main sur ces chiens-là, euh, une autre cible, ça peut être bien aussi. À vous de voir. Moi, j'ai mis ma main. Euh, je suis quand même un peu folle. Un peu de risque. Une fois que j'ai glissé ma muselière autour de la tête du chien, vous allez me dire tout va bien. Ouais, tout va bien.
Sauf que entre et Loulou mange dans ma main, ça tout va bien, et Loulou, je touche tes oreilles, on a un monde. Et il y en a plein de chiens qui vont pas forcément apprécier ce petit passage-là. C'est pour ça que quand vous faites votre passage de sangle, c'est super important de bien écarter, c'est pour ça que je mets le truc comme ça en haut, de bien écarter pour que les oreilles touchent le moins possible. Hein. Si vous le faites comme ça et que vous aplatissez les oreilles du chien, vous allez avoir un chien qui risque d'avoir du mal à passer. Et une fois qu'on est là, si je veux resserrer, il faut quand même que le chien il accepte que j'aille trifouiller derrière son oreille. Parce qu'avec d'autres trucs, je peux aller plus loin, mais là, je vais être derrière l'oreille au niveau de la muselière. Hein. Et ça, c'est aussi un prérequis. Il faut que le chien soit motivé. S'il n'a pas du tout envie, c'est mal barré. Eh ben, dans mes deux loulous, le chien, le mâle qui a mordu X fois dans mon ventre, très vite, c'est entièrement démotivé. Ça l'intéressait pas. Et là, ça devient vraiment compliqué. Alors, vous allez me dire, bon, s'il n'est pas motivé à la bouffe, tu fais au jouet. Ouais, 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 moi je veux bien. Sur le papier, tout me va. Mais le chien n'était motivé ni par le jouet, par la bouffe. Oupsie, vous m'excuserez, mais c'est quand même les loulous qui décident, et des fois, bah non. Il était content que je sois avec lui. Mais bon, c'est pas en étant content que je sois avec lui qu'il va apprendre à mettre une muselière, hein. Vous me pardonnerez. Je regarde ma petite liste. On a déjà dit un truc, mais je le redis, il faut au moins de la neutralité. Si, Caroline, il y a des muselières où il n'y a pas le passage de sangle, mais le clip. Exactement comme celle-là. Le Bah, problème, que d'ailleurs, même les autres, hein, tu peux les passer sans faire un passage de sangle. C'est possible. Le problème, c'est que ça veut dire que tu vas avancer les mains vers le chien et que tu vas venir entourer la tête du chien pour que la muselière se pète pas la gueule et que tu vas venir la clipper. Et d'expérience, pour beaucoup de loulous, c'est beaucoup plus compliqué. Les passages de sangle, même si c'est un peu chaud, c'est beaucoup plus simple que vraiment les mains qui arrivent comme ça sur le chien, quoi. Après, si les oreilles, c'est impossible pour un chien, ça vaut le coup de passer sur l'autre méthode. Mais ça veut dire que tu ne pourras pas la laisser pendre, donc il va falloir vraiment la poser sur le nez, puis aller chercher ton clip. J'aime moins. Mais pour chaque point que je viens de dire, et pour chaque point que je vais dire après, il y a des adaptations qui sont possibles. Le problème, c'est pas de se dire, ah ben j'ai pas ce prérequis, donc je peux pas faire. Non. Faut le voir comme un grand labyrinthe. J'y me manque un prérequis. Ok, je passe par où? Je passe par où? Il y a sans doute une solution. Par exemple, mon point suivant, c'est il faut que le chien ait un nez. Ça paraît très très bête, mais il faut que le chien ait un nez. Parce que sinon, ben, vous allez la poser où, la muselière? Pour ceux qui se posent la question, non, pour les chiens vraiment brachycéphales, qui ont le nez vraiment très très écrasé, qui est dans les yeux, la muselière, ça passe pas. Du coup, il existe des espèces de voiles de tête qui ont l'air ni très efficaces, ni génialissimes, mais ça a l'air d'être la seule solution pour des chiens qui n'ont pas du tout, du tout, du tout de nez. Ah, vous vous dites peut-être depuis tout à l'heure que ma muselière est toute petite, d'autant plus qu'elle va à ce bébé Youski, adorable, qui est la peluche de ma fille, hein, pour ceux qui se posent la question, et pas la mienne. Euh, Elle vous paraît petite? Eh bien, au stage du mec 1, quand j'y suis allée, il a fallu que j'amène ce que j'appelle mon dé à coudre. Je l'ai pas sorti, mais j'ai la muselière qui a une taille en dessous. Alors pour la Baskerville, ça c'est la première taille, hein, ils n'ont pas plus petit. Mais il y a des marques qui font des muselières encore plus petites, qui peuvent servir pour des chiots, et qui ce jour-là a servi pour un Sheltie, un petit Shetland. Et les petits Shetland, ils ont beau avoir un joli petit nez, euh, bah ça prenait sa tête. Je pouvais lui mettre jusqu'aux yeux.
Et à la maison, bah, Coconiwi, pareil, ça, je peux lui mettre jusqu'aux yeux, je rentrais un bout de tête dedans. Petit, c'est subjectif. Donc il faut aussi avoir tout bêtement un équipement adapté. Toc, 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 toc. Autre petit point qui peut paraître ridicule, vous voyez que là, j'apprends la muselière dans le cadre d'une séance d'éducation. Ça veut dire qu'il faut que le chien puisse faire une séance d'éducation. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait 4 secondes et demie de concentration, qu'il puisse rester posé avec moi, qu'il puisse être concentré, ouais, qu'on puisse lancer un truc. Non, je vous dis ça parce que des fois, on refuge, on emmène le chien dans le parc en se disant je vais faire une séance d'éducation et on se retrouve avec une toupie qui court dans tous les sens. Et jamais on pourra lancer une séance d'éducation parce que le chien, il est pas là. Et puis on se dit, bah, au pire, je vais faire une balade, je vais faire la séance après. Sauf qu'après, le chien, il est juste trop cuit. Et il a plus du tout de concentration. Parce que ça l'a épuisé, tout bêtement. Et tout ça, ça fait partie de notre labyrinthe. Par où je passe. Donc vous voyez, je sais pas lesquels vous aviez mis vous en prérequis. Moi, j'en ai mis quelques-uns. Je suis sûre qu'on peut en rajouter encore une flopée en fonction des chiens. Ah, vous vous demandez peut-être, est-ce qu'elle a réussi à mettre la muselière à ses chiens? Au bout du compte. Alors, au bout de quelques mois, le responsable éducation m'a appelé et m'a dit, alors, la muselière, c'est bon? Bof. Quelques mois. Il m'a dit, bah, c'est très long. J'ai dit, oui, j'ai pas de trappe. Faut que je rentre. Il fait, et oui, il faut que je rentre. Donne-moi une trappe, je serai beaucoup plus rapide. Mais là, il faut que je rentre. Ça veut dire que prérequis numéro un, il faut que les chiens soient à l'aise avec moi. Il faut que moi, je sois à l'aise. Et ça, c'était pas forcément gagné. Parce que la petite louloute dont je vous ai parlé, quand je suis rentrée la première fois dans le box, on pouvait se dire, bon, la chienne la connaissait en dehors du box. C'est vrai. Association positive. C'est vrai. Elles avaient déjà une bonne relation. C'est vrai. Et du coup, quand je suis rentrée, eh ben, elle m'a sauté dessus pour me faire la fête. Mais pas vaguement. Non, je me suis retrouvée bourrinée dans un angle avec type staff, on va dire, parce que c'est difficile de dire autre chose, énorme, en train de me sauter dessus, à me dire, hé, Jolga, elle s'appelle Jolga, tu es vraiment sympa? Non, parce que au pire, il y a la porte là, je ressors. Mais tout allait bien. C'est vraiment dans les deux sens qu'il faut qu'il y ait la confiance. Donc pour Jolga, celle qui a été adoptée, aucun souci. On m'a appris la muselière relativement vite. Le plus gros souci, ça a été la passation. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre puisse lui mettre la muselière. Parce que avec ma super méthode, il y a des étapes. Je ferme, je glisse, je prends, je mets. Et ces étapes, je les enlève pas forcément. Et quand j'ai un bénévole ou un employé qui arrive avec sa muselière comme ça et qui dit, bah alors, mets-la en fonçant sur le chien, ben, elle reconnaît pas les étapes, donc elle fait pas. Et l'autre loulou, 50-50. Le problème, c'est la motivation. Avec un chien que vous pouvez pas manipuler et qui est pas motivé, 50-50. C'est-à-dire que en y allant, je n'étais jamais sûre de réussir, mais à chaque fois que j'ai un peu insisté, que j'ai montré que vraiment, allez, viens, on y va, on se motive, mon gars, j'ai réussi. Ça reste loin de la perfection. Et pourtant, avec mes loulous de propriétaire, je vous ai dit, moins d'une demi-heure, les prérequis sont déjà là. J'ai déjà quelqu'un qui peut se pencher sur le chien. Je peux déjà me pencher vers le chien. Je peux déjà lui montrer la muselière. Il la connaît pas en général, alors que ces deux chiens-là la connaissent et ont déjà un mauvais a priori. Bref, j'ai tout un tas de prérequis qui changent. Et en fait, quand
vous allez aborder un apprentissage, quel qu'il soit, mais vraiment quel qu'il soit, ça vaut le coup de vous arrêter une seconde et vous dire, c'est quoi les prérequis? Je lui apprends comment là? Je fais du leurre, je fais du shipping, je fais de la capture? Attends, parce que moi j'ai l'habitude de le faire, mais en vrai, c'est quoi que j'utilise? Et ça vaut le coup de faire ce que j'appelle des passerelles. Si le chien connaît pas le leurre, c'est le moment de lui apprendre. Si le chien connaît pas le shipping, c'est le moment de lui apprendre. J'ai pas besoin de sortir la muselière. J'ai même plutôt intérêt à ne pas la sortir. J'apprends déjà ça. Et après, ça va me servir pour le reste. Et comme ça, je peux me faire des passerelles vraiment diverses et variées. Enfin, il y a pas de limite aux passerelles. La seule limite, c'est mon imagination. Faut que j'arrive à les trouver. Ça, c'est pas forcément évident. Mais un bon bout de l'expertise, ça va être de comprendre quels sont nos problèmes et de trouver un chemin pour les régler. Et j'ai parlé vraiment, vraiment très vite. Je vous ai fait mon truc en entier en 1 heure. Oh. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des trucs à dire? Moi, perso, je dirais que l'apprentissage, la muselière, ça devrait être un basique au même titre qu'un harnais. Ouais, C'est tout con. Euh, on est en vacances, on tombe en panne avec la bagnole, on est rapatrié par le train. Bah, il n'y a pas de muselière dans les relais H et ça s'apprend pas sur un quai de gare. on est d'accord. Et puis même l'autre raison aussi, on est en balade, le chien se blesse, faut le porter. Un chien blessé, c'est plus notre chien. Ça peut changer les choses. Alors, beaucoup de gens pensent sincèrement que leur chien, même blessé, ne leur fera jamais mal. Pour ça, j'ai une autre anecdote qui n'est pas la mienne, qui est celle de ma belle-mère, qui avait un briard. Alors, un briard, c'est un très 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 grand chien. Et son briard, c'était comme son bébé, mais vraiment. Euh, Zazou. Et Zazou, un jour, a eu un gros problème. Je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était une torsion de l'estomac. Enfin, un truc vraiment pas cool, douloureux et tout et tout. Et arrivé sur la table du vétérinaire, le vétérinaire lui demande d'immobiliser le chien. Elle essaye de l'immobiliser. Il faut imaginer une toute petite dame, hein, le même poids que le briard. Et son chien lui a rentré les dents dans l'épaule. Et il s'est maîtrisé, il lui a pas broyé l'épaule. Mais là, par contre, on parle de bel hématome et tout et tout. Mais de douleur, il a rien calculé de ce qu'il faisait, quoi. Ça va très très vite. Quand on a mal, on peut vraiment s'oublier et on peut vraiment faire ce qu'on ferait pas en temps normal. Donc, la muselière sur des soins, vraiment, ça vaut le coup. Caroline. En secours canin, alors secours canin, chien conscient, premier truc, on muselle. Même avec un lacet, une ceinture, avec n'importe quoi, mais on muselle. Alors, deuxième expérience quand même. Pourquoi ça vaut le coup d'apprendre une muselière plutôt que le lacet? Euh, donc, un jour, j'accompagne une amie chez le vétérinaire pour un chien qui avait des problèmes d'otite et qui allait au vétérinaire à peu près chaque semaine. Donc, je me dis, il est excessivement à l'aise. Elle me covoiturait pour qu'on fasse ensuite une balade. Je me dis, je vais l'accompagner vraiment parce que j'ai ma petite chienne qui est tout bébé. Je voudrais lui montrer une séance et qu'elle voit que bah, tout va bien puisque ce chien ultra à l'aise, le cabinet connu, normalement aucun souci. Et on est passé à 2 doigts d'un drame. Donc ma petite chienne, elle a tout vu, pas de bol. J'ai essayé de faire genre, là là là, tout va bien. C'est tellement pas ce que j'avais prévu. Ah, génial. Euh, Parce que c'était pas le vétérinaire d'habitude, c'était une remplaçante qui adorait les chats et qui avait peur des chiens. Alors avoir peur des chiens quand on est véto, c'est quand même assez embêtant. Et elle a refusé de vérifier les oreilles du chien sans qu'il soit muselé. Sauf que forcément, la muselière n'était pas préparée, puisque normalement, il n'est pas muselé, parce qu'il n'y a pas du tout besoin. Euh, donc elle dit, bah, pas de souci, un lacet.
sur le papier, effectivement, il n'y a pas de souci, un lacet. Là, vous avez besoin de savoir deux choses. Vous avez besoin de savoir que ce chien était un bulldog français, donc pas beaucoup de nez. Et vous avez besoin de savoir que quand on serre assez un lacet, le chien meurt. Et à un moment, le bulldog français est devenu bleu. Bleu, bleu. Les babines, bleu. Euh... Excusez-moi, je crois que le chien n'a plus la bonne couleur. Commence à tanguer, le bonhomme. On a vite, vite retiré le lacet, mais vraiment, on s'est dit, mais elle aurait pu nous le tuer sur la table, hein, tranquillement. Alors oui, on est là, on surveille et tout, mais ça va vite, en fait, les choses. Ça n'a pas pris très longtemps à ce que le chien suffoque, littéralement. Donc, les lacets, c'est sympa, mais ça peut être dangereux. Normalement, les vétérinaires, normalement, savent les nouer pour que ce soit pas trop, trop serré. Mais je pense qu'elle avait vraiment peur. Alors bon. Oui, Caroline? Moi, j'ai une petite anecdote qui concerne l'humain, mais du coup qui me fait rappeler tout le temps que ça peut être transporté au chien. Quand j'étais adolescente, j'étais en moto avec mon copain, j'avais 16 ans. J'avais pas de cale-pied et un de mes pieds a heurté une pierre et je me suis retourné un ongle. J'étais en Côte d'Ivoire, je me suis retrouvé un dimanche soir aux urgences avec ma meilleure amie et ils m'ont dit on va t'arracher, enfin on va vous arracher l'ongle. Et j'étais tellement stressée que j'avais plus de cerveau et en fait j'ai mordu à sang le bras de ma copine. Et donc, je conçois tout à fait qu'un chien stressé n'a plus de cerveau. Il a tellement peur, tellement mal, que voilà, la muselière, elle sert à ça aussi. Elle sert à ça aussi, tout à fait. Elle sert aussi, comme là avec la vétérinaire, à tranquilliser tout le monde. Parce que ça paraît bête, mais on a un soin à faire, on est ultra stressé, on est un peu parti pour faire des bêtises quand même. Ça vaut vraiment le coup de souffler et que tout le monde soit à l'aise. Le chien comme l'humain. C'est pour ça que si elle est apprise avant, c'est quand même mieux. J'ai appelé mon assistant, chérie, pour qu'il vienne ouvrir la porte, mais je ne le vois pas arriver. Il n'a pas dû voir mon message. Euh, oui, j'entends, j'entends. Je les abandonne une minute? Je vous abandonne une minute, le temps d'ouvrir à mon chien. Et parce que ça pleure à côté de mon oreille, je sais pas si vous l'entendez. Et je reviens. Donc si vous avez des questions, c'est le moment de les préparer. Allez, bon. Oui, 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 j'ai entendu. Bah oui, c'est pas cool. Hein? Bah oui. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. On aura tout eu ce soir. J'arrive à un stade, le chien a besoin de sortir. Alors, des questions? Ou on est bon et on passe à la pub? Ah ah ah. Est-ce que tu Je peux te... pourrais rajouter, est-ce que tu pourrais rajouter un petit truc sur la dimension des muselières? Parce qu'on en voit tellement souvent qui sont trop petites, le chien peut pas ouvrir la gueule, il peut pas lutter. Enfin, si tu Ouais. pouvais faire un petit truc là-dessus. Quand même un petit bout équipement. Il y a deux trucs que je pourrais rajouter en vrai. Un petit bout émotion. On a dit qu'il fallait que cet objet soit neutre. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait si aucune muselière n'est neutre? Pour apprendre quand même une muselière. On peut passer par une association positive.
Et donc, on va par exemple mettre des friandises, pas dans la muselière, parce que le chien vraiment refusé, autour. On pose l'objet par terre, oh, ce gros loulou, et plein de friandises autour. Ça peut être même à 6 mètres autour, hein. Quand je dis autour, autour en fonction de ce que le chien peut faire. Et comme ça va devenir le marqueur de les friandises arrivent. On va réussir à changer son émotion. On peut aussi jouer avec notre émotion à nous. Je suis trop contente, j'ai reçu ma muselière. Oh, alors avec une Baskerville en plus, ça le fait vraiment pas. Mais dans l'idée, c'est possible de jouer avec nos émotions pour les transmettre au chien. Donc quand on a un chien qui a bloqué sur la totalité des muselières, parce que ça arrive, on peut encore faire des trucs. C'est juste du travail comportemental à faire avant. Comme je disais, comme un grand labyrinthe, faut trouver. On me pose une autre question. On va faire équipement avant. Et je réponds à la question de Clarisse. Donc, équipement. Je vous ai dit, la Baskerville, c'est pas génial. Parce qu'en fait, une muselière, dans un monde idéal, il faut qu'elle réponde à une série de critères. Critère numéro un, on ne peut pas mordre quand on a une muselière sur le nez. Alors, c'est le critère numéro un. Si vous mettez une muselière pour éviter que le chien morde. Par exemple, si votre chien essaye activement de becqueter des gens, ou dans un cadre vétérinaire où on sait que là, il y a un gros soin à faire ou un truc comme ça. S'il a un truc comme ça sur le nez, il peut réussir. C'est quand même moins évident que s'il l'a pas. Donc on peut quand même mettre que ça, c'est ce que je fais, mais je sais que c'est pas 100%. Donc je vais pas glisser mes doigts par là, hein. Je vais quand même prendre un peu de distance. Mais critère numéro un, que le chien ne puisse pas mordre, sauf si c'est vraiment par exemple une muselière parce que votre chien est catégorisé. Si c'est une muselière parce que votre chien est catégorisé, vous pouvez prendre des muselières avec des couleurs faites par des créateurs et tout et tout. C'est pas grave. Vous savez que votre chien peut passer à travers, bouffer les gens. C'est pas grave. On vous a demandé de lui mettre une muselière, pas qu'elle soit fonctionnelle. Ne cherchons pas l'erreur. Ne cherchons. Aujourd'hui, on ne cherche aucune erreur. Il y a des choses surprenantes. Donc, deuxième critère qui est quand même pas mal, comme avec le petit bulldog, c'est que votre chien respire. Alors, vous allez me dire, tout va bien, il y a des trous. Alors, c'est vrai. Mais votre chien, quand il respire, il va faire un autre truc, il va halter. Et en haletant, il arrive à réguler sa température. Donc, si vous lui maintenez la gueule fermée, ça marche pas. Donc, le monsieur que j'ai vu courir en plein Paris, en canicross, avec une muselière bandeau, donc vraiment celles qui sont en tissu et qui viennent se fermer avec un scratch de manière à ce que la gueule du chien soit fermée. C'est une très jolie tentative de meurtre, mais si c'est pas ça le but, il faut enlever la muselière. Promis. Euh, le chien doit pouvoir ouvrir la gueule. Donc, faisons un essai tout bête. Oui, ce chien a la gueule fermée de base. Mais plat. Si je le mets dans la muselière, hop, et qu'il essaye d'ouvrir la gueule en grand, bah, il va taper par là, on va dire, assez vite. Il peut ouvrir un peu la gueule, parce que oui, elle est trop grande pour lui en vrai, mais pas tant que ça. Idéalement, il faut d'autres formes, des formes qui sont un peu plus plates et qui descendent plus. Les muselières qu'on a tendance à dire, mon Dieu, qu'elles sont trop grandes, sont souvent à la bonne taille, même si c'est impressionnant. Ça veut pas dire qu'on peut pas choisir une muselière trop grande. C'est possible. Mais normalement, vous vous direz, oh mon Dieu, qu'elle est trop grande, bien avant que la muselière soit trop grande. Autre point, depuis tout à l'heure, je galère à mettre la muselière. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est parce que ma petite peluche, elle a une petite particularité. Son museau, il est large. Alors vous allez me dire, large, c'est quand même une tête de husky, ça pourrait être un gros molosse et ce serait autrement plus large. Oui, mais si vous regardez bien ma mesure, alors il faut que j'arrive à viser 2.
Je suis pas bonne personne. De face, vous voyez, elle est très étroite en fait. Donc quand il essaye de glisser son museau, ça bloque pas du tout en longueur, ça bloque en largeur. Je lui écrase là. Certaines muselières, dont elles, peuvent être remodelées. On peut, en les mettant dans de l'eau bouillante, les travailler comme ça pour que ce soit un peu plus ouverte. D'autres, comme la Chopo, qui sont en métal, peuvent quand même être un peu travaillées. Il faut y aller gentiment, mais ça se déforme si besoin. Toujours est-il que par là, il faut surveiller parce qu'on peut avoir des blessures. Autre point que je n'ai pas dit, qui est un point super important, je vous ai dit, il y a trop de trucs à dire sur la muselière. Euh, je vous ai dit, celle-là, je l'enlève. Alors concrètement, elle sert à quoi? Ben, quand le chien a la muselière, il peut, avec ses pattes, crocheter et tirer pour le faire passer par-dessus son nez. Avec ça, c'est plus possible. En tout cas, c'est ce que j'en ai déduit. Parce que, à part ça, ça ne retient rien. Vous avez peut-être remarqué que ma muselière, elle a aussi un truc là-dessous. Sale. Et ça peut paraître anecdotique, mais c'est l'endroit préféré chez moi dans les muselières. Ce qu'on va faire, c'est qu'on prend un collier. Donc ça, c'est pas un collier, mais hop, ça va vous donner une idée. Tchac, 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 tchac. Et on va pouvoir mettre notre muselière et un collier. Alors ce collier, attention, c'est pas un collier sur lequel on attache quoi que ce soit parce qu'il va arriver tout en haut du cou. Pour rappel, les colliers tout en haut du cou, c'est parfait pour faire mal aux chiens. C'est pour ça que les gros coercitifs aiment bien monter, monter, monter les colliers. On a tout un tas de glandes tout en haut, ça fait super mal. Le but n'est donc pas de tirer dessus. Le but, c'est simplement de dire, il y a un collier qui vient tenir la muselière. Et là, par contre, votre chien, il aura beau éjecter la totalité des sangles, la muselière est toujours tenue par le collier. Je vous jure que ça sauve des trucs. Alors, une fois qu'il a viré la totalité des sangles, par contre, il peut encore arriver à la crocheter pour la faire tomber devant lui. Ça, c'est possible. J'en profite pour dire un dernier, deux trucs. Il y a Canipif qui donne le truc de la balle de tennis, c'est très bien. On met une balle de tennis dans la gueule du chien, et quand il a la gueule ouverte, bah, c'est ça la mesure. Comme ça, vous êtes sûr que votre chien peut halter. L'autre truc, imaginons que ce soit un de mes loulous dont je vous parle, qui était donc vraiment pas très évident. Là, le muselière est retourné là. Est-ce que je peux mettre le bras et y aller? Ben, peut-être que oui et peut-être que non. Peut-être qu'à ce moment précis, je peux plus. Alors qu'est-ce que je fais? J'abandonne mon chien avec sa muselière pendante? Bah non. Pour ces chiens-là, ces chiens précis, je vous recommande d'avoir deux muselières. Il y a une muselière qui pend en cou? Ouais, je m'en fous. Eh Loulou, ça te dit de mettre ton nez dans cette muselière? Votre chien se remuselle et vous chopez les deux sangles en même temps, c'est fini. Ça paraît très très bête comme technique. Tu veux que je répète? Donc, imaginons, j'ai eu un incident, j'ai lâché au mauvais moment, bref, il y a un truc qui s'est mal passé. C'est généralement sur un truc qui s'est mal passé, hein. Je me retrouve dans cette position-là. Ça pendouille. On est d'accord que normalement, c'est une de mes positions de base. Mais là, je suis avec un chien où, à ce moment précis, je peux pas y mettre la main. Ouais. Question, comment je fais pour la récupérer? Je peux pas mettre la main là, je peux pas directement aller ici. D'accord. Deuxième muselière. Loulou, tu mets le nez. Tchouk. Et là, quand je passe ma sangle, je récupère tout le monde. Et je sors tout le monde du premier coup. Non, je le dis et je le répète parce que ça m'est arrivé. Et j'ai essayé de choper les muselières à travers un grillage avec des trucs pas possibles. C'est ultra dangereux. C'est tout bête. Il faut juste y penser. Et c'est tout bête, il faut juste y penser. Souvent, si personne nous le dit. Et, petite précision, cette deuxième muselière, c'est pas grave si elle est trop grande. Ou si elle est trop petite, tant que le chien peut mettre un bout de nez dedans. Parce que c'est juste pour vous remettre dans une situation que le chien est OK, le chien connaît, et qui nous permet d'aller chercher le truc. Vous voyez, on retourne juste dans notre scénario classique sur lequel on a entraîné le chien. Et c'est vraiment ça le plus important avec certains loulous qui sont sensibles, c'est juste dire, «Eh regarde, c'est cette route-là. Tu la connais, viens, on déroule.» Je récupère mon truc, pas de souci. Alors ça, c'est... Je sais que ça paraît vraiment bête. Et vraiment, je crois que ça m'a sauvé la peau plusieurs fois.
Est-ce que j'oublie un truc sur l'équipement? Moi, j'aime pas bien les clips, je préfère quand c'est un truc type ceinture, mais vous avez le droit de considérer que c'est personnel. Si vous préférez les clips, que le chien soit à l'aise avec le bruit du clip est un prérequis. Non, non, mais il y en a de partout, hein, je vous l'ai dit. Non, parce Mais que... en fait, Céline, quand t'as moi, par exemple, mon chien, il a été traumatisé par un harnais qui passait par la tête Ouais, avec son pet-sitter, tu connais son histoire. Donc maintenant, je suis obligé d'avoir des harnais qui ne passent pas par la tête. ouais. Et quand me suis équipé d'une Chopo, là, j'ai répondu à Stéphane. En fait, moi, quand sur Pro Muselière, on me disait il faut mettre la balle, machin, j'ai jamais réussi. Moi non Déjà, plus. j'ai pris une balle de tennis. Ouais. Et c'est un chien qui ne met pas la balle en gueule. Enfin, il n'est pas obsessionnel de sa balle, il s'en fout. Il a plein de peluches. Et donc, j'ai pas, après, j'ai été bien conseillé, j'ai la muselière Chopo à la bonne taille. Hmm. Mais par contre, l'histoire de passer, comme tu l'as montré sur les oreilles, pour Ulysse, c'est pas possible. Ouais. Là, maintenant, j'ai vraiment un harnais qui a des clips. Et Alexia, qui est sa nounou, m'a dit plusieurs fois, j'ai l'impression que les clips, ça le stresse. Bah, j'ai observé plein de fois, non, en fait. Ce qui le stresse, c'est quand le truc, il passe par-dessus ses oreilles. Même si on touche pas les oreilles, hein, Ouais. mais le fait de passer. Donc, ça dépend vraiment des chiens, en fait. Moi, je considère vraiment ça comme un labyrinthe. Une nouvelle Ouais, grille de Sudoku. ouais. Tu vois ce que t'as et t'essayes de trouver un chemin avec ça. Et si ton chien a vraiment passé par-dessus, ça marche pas, bah faut pas passer par-dessus. Mais ça veut dire que tu dois passer par les côtés, de chaque côté. Si vraiment ça passe pas, bah va falloir trouver autre chose. Par exemple, il y a des gens qui ont fabriqué des supports à muselière qui permettent de bosser de loin et on arrive vraiment par derrière, au dernier moment. On peut inventer des systèmes. Je suis sûre qu'on peut accrocher les trucs à deux autres trucs, un collier qui serre, les colliers étrangleurs, les tout fins. Dans ces cas-là, peuvent avoir de super usage pour resserrer de loin des trucs. J'ai Enfin, on vu peut imaginer des, plein de choses. j'ai vu des choses comme ça, ouais. Mais euh, au plus on s'embête, au plus il faut le faire pour une raison. Ça sert à rien pour le loulou qui est ultra à l'aise d'aller s'embêter comme ça. Moi, j'ai vraiment donné la méthode qui me paraît la plus sereine. Voilà, la plus sereine. Toi, tu préfères l'autre où ça passe pas par la tête? Moi, ça me va. Mais complètement. Je te dis vraiment, pour moi, c'est pour chaque chien, on s'adapte. C'est pour ça que j'aime pas les tutos. C'est Dans pour ça que les, j'en dans présente les, un avec des bémols de partout. dans les muselières Chopo, pour ne pas citer, il y a, enfin, moi j'ai testé deux modèles. Il y a un modèle qui est gainé caoutchouc, Mm. qui a l'avantage, bah, l'hiver, comme il fait froid et si le chien il pose la langue dessus, la langue ne reste pas collée sur la muselière, sur la ferraille froide. L'inconvénient, celle de Scar, elle a rouillé, elle a cassé. Parce que la flotte est passée, bon, lui il l'a tout le temps, hein. Et la flotte, elle est passée dans une petite déchirure de caoutchouc, ça fait un point de rouille et ça a pété un endroit. Donc là, pour l'instant, maintenant, on est sur un modèle métal non gainé. À voir. Euh, Petit point équipement, les muselières n'empêchent pas de manger à travers. Donc concrètement, très concrètement, on se dit bah, c'est bizarre parce que le but c'est que le chien puisse pas mordre. Si vous rentrez votre doigt dans une muselière, le chien peut manger le doigt, hein, on est d'accord. Ça marche tant qu'on est dehors. Mais en fait, même quand on est dehors, si le chien bourrine bien, du bout des dents, il y a souvent un petit quelque chose qui est faisable. Il y a des modèles qui existent. Je ne crois pas que ce soit sur les chopeaux par contre, hein, mais il y a des modèles qui existent ou qui rajoutent une autre grille de manière à ce qu'il y ait un écart. En gros, on n'a pas une grille devant, on en a deux. Et ce sont des modèles notamment anti-gloutons pour les chiens qui mangent des choses qu'il faut vraiment pas manger. Mm. Donc voilà, juste ce truc-là existe. On a vraiment beaucoup de choses qui existent. Et donc la dernière question qu'on m'a demandé d'aborder, c'est ok, tu as mis une muselière, tu as appris une muselière, et la communication avec les autres chiens. Alors, euh, les chiens sont une merveille de communication, Oh. mais vraiment une merveille de communication.
Ils communiquent finement à un point qu'on a du mal à envisager. Même quand on commence à comprendre leur communication, il y a des trucs de fou qui se cachent de partout. Par exemple, entre deux grognements, les chiens sont capables de différencier si le chien grogne pour protéger une ressource ou pas. Sans rien voir, hein. Pas de contexte, c'est une cage recouverte d'un tissu, des bruits enregistrés. Le chien qui passe à côté sait si c'est pour protéger une ressource ou pas. Ils ont fait des tests de fou comme ça pour arriver à comprendre. Et comme on parle pas leur langage, on a du mal à saisir à quel point il y a des nuances de partout. Certains chiens ont des problèmes de communication parce qu'ils ne sont pas aidés par leur corps. Par exemple, les chiens qui sont tout noirs, les signaux du visage, c'est pas fou. Les chiens qui ont une sélection qui ont poussé des traits à l'extrême, comme le bull terrier ou le charpé ou le pékinois. Donc avec soit des faces qui sont très 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 rigides, soit des faces qui sont très plissées, très déformées. Il peut y avoir de gros problèmes de communication de tête, mais il leur reste normalement une belle série d'outils. Euh, une simple tension musculaire peut faire réagir les autres chiens. Donc, une muselière ultra aérée qui vous empêche pas de voir la gueule de votre chien, pas de raison que ça empêche de voir les autres chiens. Par contre, la muselière en elle-même peut attirer l'attention. Les chiens pourraient être curieux de cette muselière. Suivant où elle a traîné, en plus, elle transporte des odeurs, elle transporte plein de trucs. Donc, ça peut avoir un impact sur la communication, tout peut avoir un impact sur la communication. Mais pas au point qu'on imagine en mode il a la muselière, il ne peut plus du tout communiquer. Euh, Autre point, oui, mais en cas de bagarre, mon chien ne peut pas se défendre. Alors sa meilleure défense, c'est de communiquer. C'est pas de manger l'autre. Promis. Manger l'autre, ça participe à la bagarre. Ça l'arrête rarement ou pas très bien. En fait, le fait de mordre l'autre, ça risque même de remettre une petite pièce. Dire, vous mettez un coup de poing à quelqu'un, il se passe rien. Peut-être que vous allez en mettre un deuxième, j'en sais rien. C'est peut-être très 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 bagarreur. Mais en soi, tant qu'il se passe rien en face, ce que vous faites est bizarre, quelque part. Si on vous répond, bah, vous aussi, vous allez vous défendre. Et d'un seul coup, c'est une escalade de la violence. Donc, qu'un des chiens ne puisse pas se défendre, quelque part, pour la sécurité de tout le monde, c'est pas plus mal. Et je dis bien de tout le monde, parce que très souvent, que font les humains? Ils mettent les bras. Et quand on met les bras, eh ben, c'est pas le chien muselé qui nous mange. Donc, étape 1, mettez les bras du côté du chien muselé, s'il faut vraiment les mettre. Euh, et éloignez-vous de l'autre. Complètement. Ça divise le risque par deux. Ça divise les risques par deux. Mais vraiment. Et suivant les chiens, ça annihile même les risques. Parce qu'on a des chiens qui visent bien. On a des chiens qui mordent pour de faux. Enfin, vraiment, en fonction des chiens, vous pouvez mettre les bras et rien risquer du tout. J'ai vu comme ça quelqu'un mettre une bras dans une bagarre. J'ai vu littéralement les chiens faire tcha 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 des deux côtés. Puis, elle a même pas eu un bleu. Des fois, on a des surprises. Mais ça reste vraiment, vraiment pas recommandé de mettre les bras. Néanmoins, si votre chien est en train de mourir, c'est chacun pèse les risques qu'il veut prendre. Moi, mon chien en train de mourir, vs mon bras, eh ben, je l'aimais bien, mon bras. Allez, on va sauver le chien. Vous m'excuserez, mais ouais, je vais sauver mon chien. Euh, Notons à nouveau qu'en termes juste de prévention morsure, autant pour vous que votre chien, prévention. On peut souvent faire des trucs avant la bagarre. Il y a souvent plein plein de trucs. Là, j'ai vu une vidéo de bagarre qui est catastrophique où il y a un chien qui se fait mais massacrer. C'est un départ de course en canicross avec une concentration de chiens énorme. Restez derrière.
Si vraiment vous êtes très rapide, vous finirez devant. Restez derrière. Doublez-les un par un, c'est pas grave. Mais vous mettez pas en danger. Mm. Prenez du large. Muselez s'il y a besoin. Si vous voulez démuseler plus tard dans la course, démuselez. C'est pas grave. Je vous jure que le temps perdu vaut la vie de votre chien. Ou le fait que votre chien soit capable de reprendre un jour un départ de course. Parce que là, vu la bagarre, ça m'étonnerait que ce chien il soit encore très sympa pour les départs de course. Euh, donc vraiment, soyez malin en prévention. On s'est éloigné énormément du sujet de l'apprentissage, là. Mais je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Il est 20 heures. Donc je vous explique la suite de mon programme. Knipif, hein. Oui. Canipif, c'est un tout petit chien sur ton épaule ou il est très loin? C'est un staff de 23 kilos. Doudou! C'est très rigolo. On dirait un petit chien de 5 kilos sur ton canapé. Je sais. Ouais, alors, Les gens qui ne voient pas ne vont pas comprendre. Oui, le non, chien sur promontoire. c'est ça. Il y avait une petite illusion d'optique vraiment, vraiment drôle. Bon, allez, je m'arrête là. Page de pub. Ceux qui veulent partir, je ne veux pas du tout. À la prochaine. Ceux qui veulent rester, ben, je ne vous en veux pas du tout non plus. Donc là, vous avez vu 4 lives qui sont sur le format des Patreons. Donc les Patreons, c'est un site, pas mon site, c'est un site qui permet de faire des dons à des créateurs de contenu, comme moi. Quand vous donnez sur le Patreon, ça permet de financer le site un.fr, ça permet de financer Zoom. Oui, oui, c'est les Patreons qui payent Zoom. Et ça commence à financer un petit peu plus. On commence à dépasser là légèrement. Donc on va voir si on fait un truc. Normalement, c'est censé financer des articles, surtout du temps que je prenne pour les articles. Mais donc, moi, je suis juste trop contente qu'il y ait des gens qui disent ça vaut le coup de financer ce site. Parce que ce site coûte beaucoup trop cher. Mais toujours est-il que nous le finançons, vous le financez. Parce que là, j'ai quand même une belle série de Patreons qui sont venus pour l'été. Euh, et pour remercier les Patreons, je fais 2 lives par mois, euh, en moyenne, on va dire. J'essaye d'être à peu près à 2 par mois. Là, j'ai calculé sur la rentrée, on risque d'en manquer un. De temps en temps, c'est possible qu'il y en ait un qui saute, mais globalement, on a ça. Tous les lives sont en replay. Il y a donc un groupe Facebook où il y a la totalité des lives en replay depuis que j'ai commencé. Et quand vous commencez à donner sur Patreon, vous pouvez aller sur le groupe et du coup, vous pouvez avoir accès à je sais pas, des centaines d'heures de contenu. Je sais même pas essayer de compter, c'est énormissime. Alors, je sais pas si c'est ultra pertinent de me voir papoter pendant des centaines d'heures, mais il y a des lives sur des sujets ultra variés. Et un live sur deux, ce n'est pas un sujet préparé, c'est un question-réponse. Ce qui veut dire que pour les pros, vous avez un problème actuellement avec un client, ça peut être le moment de papoter. Pour les novices, vous voudriez apprendre un truc avec votre chien, ça peut être le moment. Pour les curieux, il y a un sujet vraiment, vous aimeriez bien monter. Bah, pareil, c'est le moment d'en parler. Euh, les questions-réponses durent aussi longtemps que les autres lives en général. Si vous n'avez pas de questions, j'ai souvent préparé 1 ou 2 questions au cas où. Parce que comme c'est tout le temps les mêmes, bah, d'ici la fin de l'année, il y a moins de questions quand même. Il y a un moment où on arrive à limiter un peu les questions. Donc les Patreons vont reprendre. Je vais annoncer les sujets prochainement, les dates prochainement. Par contre, tadadadam, roulement de tambour. Cette année, j'ouvre un nouveau format. Ce nouveau format, il est pas du tout pour vous, parce que ce sont des cours pour des enfants. Ils vont avoir lieu tous les vendredis soirs pendant 1 heure, et ce sont des cours d'éthologie comparée. C'est-à-dire qu'on va parler du chien, on va se poser une question sur un gros comportement, et puis on va aller voir comment ça marche chez le chien et chez les autres espèces. Donc ça va nous permettre de voir des trucs comme comment les animaux font pour éviter la consanguinité. C'est quoi être grégaire? C'est quoi être nocturne, diurne? Bref, j'ai fait ma liste de sujets, j'en ai pour toute l'année. Mais j'ai un petit souci, c'est que donc ces cours sont le vendredi soir. Et donc le premier cours arrive la semaine prochaine.
et c'est déjà quasiment complet. Alors c'est pas un peu quasiment complet, c'est deux fois quasiment complet. Donc je risque d'ouvrir un second cours et ce second cours risque d'arriver le jeudi. Or le jeudi, c'était le jour des Patreons. Donc les Patreons vont déménager de jour. C'est pas sûr, si je peux les garder le jeudi, je les garde le jeudi, mais sinon vous allez sauter le dimanche soir. Alors je sais pas si ça va arranger tout le monde, mais je pense que ce sera le plus serein. Donc voilà, des lives, soit le jeudi, soit le dimanche soir, en fonction du taux de remplissage des cours pour les enfants. Pareil, oui Cécile, pas de son. Les cours pour les enfants s'adressent à quelle tranche d'âge? Pour l'instant, le plus petit qui va tester à 8 ans, la plus grande qui va tester à 16 ans. C'est un râteau, c'est un râteau d'âge. Euh, le cours à l'origine est préparé pour une petite fille qui a bientôt 11 ans. C'est ça que j'ai visé. S'il y a des plus petits, j'accepte que les parents soient au-dessus de l'épaule pour débriefer, pour expliquer. C'est 1 heure. Il y a une partie de présentation avec des PowerPoint, puis questions-réponses. Plus que questions-réponses, c'est moi qui vais poser des questions, c'est les enfants qui vont chercher des réponses. Et un petit bout de présentation, qui va surtout parler de qu'est-ce que ça veut dire concrètement, en gros. Qu'est-ce qu'on peut en faire de cette info? Est-ce qu'on peut en faire un truc ou rien du tout? Euh, et donc le premier cours d'essai, c'est le 5. N'hésitez pas à m'envoyer un MP si vous voulez faire participer un enfant, il n'y a aucun souci. Si vous n'êtes pas là, donc il y a 2 cours d'essai qui sont gratuits. Si l'enfant n'est pas là à ce moment-là, ils vont être disponibles en replay pour voir si c'est OK. Si c'est OK, après ça se paye au trimestre. C'est par lot de... Bon, c'est pas des vrais trimestres. Bref, il y a 3 périodes. Une qui va jusqu'à Noël et puis on reprend en janvier. Voilà. Et c'est vraiment éthologie comparée. Oui, Caroline? Est-ce que, j'ai mon micro. Est-ce que tu as fait un post à ce sujet ou pas? Pas encore. Il y a des posts qui existent, mais sur des groupes dédiés. D'accord. Vraiment au cours pour les enfants. Je vais essayer de mettre un petit truc sur Ound. Mais pour l'instant, on a fait la communication surtout sur des groupes dédiés aux cours en ligne pour les enfants. Et c'est déjà très très rempli grâce à Circé, que je remercie J'imagine. chaleureusement, qui fait mon secrétariat très Mais, courageusement. mais du coup, là, tu fais un deuxième groupe qui n'est pas rempli, c'est ça? Ben, pour l'instant, j'ai potentiellement 15 personnes. Donc non, ça va, les groupes vont être remplis. Mais oui, oui, je fais un deuxième groupe. Alors je sais pas, peut-être que tout le monde ne va pas accrocher, hein. Euh, Fort possible que tout le monde n'accroche pas. Donc on peut encore mettre du monde si vous avez du monde à conseiller. Il n'y a pas, y a aucun souci, hein. D'accord. Bah, par exemple, si mes copines qui ont des enfants, elles ont envie, elles te contactent en message privé, c'est ça? Soit moi, soit toi que tu connais Circé, tu peux faire Oui, remplir. oui, oui, bien sûr. Je délègue, je délègue. Pour les autres, oui, moi. Euh, Ces cours seront aussi disponibles à un prix légèrement plus bas en replay, si jamais les jours conviennent pas. Bref, il y a des possibilités. Mais voilà, ça c'est pour les petits. Pour les grands, c'est pas. Il vaut mieux prendre les Patreons. Ce sera beaucoup plus rentable pour vous, vu la quantité de trucs qu'il y a sur les Patreons, et plus intéressant aussi. Parce que là, ouais, c'est pour les petits. Même si on le sait, je veux toujours trop en mettre, mais pour les tout petits. Et je suis en train d'oublier quelque chose d'important pour les grands. L'année passée, j'ai fait 4 conférences. Donc là, je vous ai montré le format Patreon. Le format Patreon, c'est moi face cam. J'ai travaillé plus ou moins mon sujet, des fois plus, des fois moins, c'est variable. Et je tente mon truc, quoi. Ça sort. Et on voit si j'ai oublié quelque chose à la fin. À la fin, je compte les points. Je fais, ah non, j'ai oublié des trucs. Voilà. L'autre format, c'est le format conférence que je vends à l'unité, qui sont beaucoup plus chers que les Patreons, puisque le Patreon, c'est 1 € par mois minimum. Donc à 12 € par an, vous avez accès à toutes les conférences et vous pouvez voir les conférences. C'est vraiment pas cher, c'est cadeau.
Les conférences, elles, qui sont préparées, elles sont à 30 euros. Et donc j'en ai fait 4. J'ai fait le marquage urinaire et 3 autres sujets. Je sais même plus mes sujets, ça craint. L'influence de l'humain sur le comportement canin, le rôle des livres jeunesse dans la prévention morsure, les problèmes de comportement ayant pour cause un apprentissage. Donc j'avais fait ces 4 sujets. Je vais refaire des conférences à l'unité. Euh, j'ai pas encore préparé mes sujets. Euh, j'ai assez envie de repartir dans des trucs comme le marquage urinaire. Donc des trucs où... Mais pourquoi les gens partent là-dedans? On ne sait pas. Euh, mais bon, voilà, j'ai très envie de faire ça. Toujours est-il que ces 4 conférences qui sont déjà passées, si vous les avez loupées, là en septembre, et juste en septembre, je vais les revendre une dernière fois. Je pense une dernière fois. Bon, c'est pas promis, juré, ils ne seront plus jamais vendus, j'en sais rien en vrai. Mais je fais pas de vente régulière. Là, j'en fais une en septembre, spéciale rentrée. Si vous en achetez une, c'est au même prix que ceux qui l'ont vu. C'est 30 euros. Si vous en achetez, il faut que je retrouve mon truc. Je ne vais pas le trouver facilement, ce serait trop simple. Il est là. Bon, vous vous doutez, hein, c'est un tarif dégressif, il faut juste que je me rappelle du bon prix. Mon chéri m'a fait baisser. Il a dit, c'est pas grave. Donc, pouf. Si vous en achetez 3, au lieu de 90 euros, vous payez 80 euros. Et si vous voulez en prendre les 4, vous avez tout loupé, vous les avez à 90 euros. D'ailleurs, si vous en avez vu déjà en direct et qu'il vous en manque une, n'hésitez pas à me contacter pour avoir le rabais, hein. C'est pas grave, je m'en fous. Il faut juste que je me rappelle que vous étiez là. Mais normalement, vous m'avez payé, donc j'ai une trace quelque part. Voilà, juste ces 4 conférences sont à nouveau à la vente avec un tarif sur le mois de septembre. Et le post arrivera ce soir, demain, le plus vite possible, sur la page de Hound. Et voilà, donc sur la page de Hound, où on les trouve. Euh, et petite précision quand même, juste pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est ces conférences-là. Le marquage urinaire, c'est une conférence qui nous a pris 3 heures et quart. L'influence de l'humain sur le comportement canin, c'est pas une conférence, c'est une journée. C'est 5 heures. 5 heures de conférence. Tout va bien. Les gens sont endurants avec moi, hein. Les problèmes de comportement dus à un apprentissage, 2 heures et demie. On a été mollo. Et le rôle des livres jeunesse dans la prévention morsure, je sais que ce titre n'est pas vendeur. C'est une vraie grosse conférence de prévention morsure qui s'appuie sur le livre jeunesse, mais c'est vraiment de la prévention morsure. C'est 3h20. Donc, ce sont des gros pavés avec des tonnes de PowerPoint et tout et tout. Et voilà, j'ai fini ma pub. J'ai presque fait un quart d'heure de pub. Pareil, y a-t-il des questions? J'ai plus d'eau, les amis, hein. Comment on accède au Patreon là? Enfin, au pas. Alors, il faut aller sur le site Patreon. Et sur Google, tu tapes Patreon et und.fr et tu arrives directement sur ma page qui permet de faire le don. Mais pareil, je remettrai Alors, sur la page. Patreon, und. Ouais. Mais je remettrai sur la page de und.fr, donc la page Facebook, je vous remettrai toutes les infos pour y avoir accès. Le seul truc, c'est que c'est mensuel, donc c'est vraiment un abonnement. Mais donc j'ai pas mis moi de minimum, donc il est ouvert à partir de 1 euro ou 1 dollar, je sais jamais. En euros. 1 euro. On n'est pas obligé de donner que 1 euro, hein. Et on n'est pas obligé de donner qu'1 euro, dit Caroline, très justement, à savoir que les autres donnent entre 1 euro et 10 euros, voire un peu plus.
vous donnez ce que vous voulez, vous pouvez arrêter quand vous voulez, il y a pas d'obligation. Euh, voilà, c'est là. Il faut que tu précises, en fait, on peut se désabonner vraiment. Oui, Moi, on peut se désabonner, on peut changer les depuis, tarifs, on depuis que peut... tu as monté les Patreons, je crois qu'une fois, j'étais vraiment en galère. À l'époque, je te donnais le minimum et je me suis désabonné. Je t'ai prévenu. Il y avait un autre truc où j'étais abonné, une association où j'étais abonné. J'ai dit non, mais là, moi, je peux plus. Et puis après, je me suis réabonné. Puis voilà, il n'y a pas C'est de, il y a aucun stress en tout cas, Stéphane, par rapport au fait de D'accord. s'abonner et de se désabonner quand on veut, quoi. même les gens en galère informatique, pour l'instant, ont réussi à se désabonner. Ça m'est arrivé d'avoir un petit message, ah, je fais comment? Ben, moi, comme créateur, Il va falloir que j'aille creuser le truc quand. Je sais pas ce qu'il est en train de chercher, le gros de derrière, là. Mais c'est bon. Il a trouvé une miette. C'est pas plus de ça miettes. qui va le nourrir. Plus de miettes. Donc oui, Ouais. oui, les Patreons, c'est très très malléable, il faut pas que ça vous angoisse. Et vous Mm. pouvez tout à fait venir, tester un mois, repartir. Enfin, il y a pas de... Je flique pas les gens. En plus, on va vraiment, c'est à la bonne franquette. Voilà. S'il y a un truc à retenir, c'est que c'est à la bonne franquette. Vous donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Vous en avez marre, bah, vous arrêtez et puis c'est tout. Enfin, il n'y a pas de souci. Et oui, il y a Léa qui a mis le lien dans le chat pour ceux que ça aide, mais je remettrai quand même sur la page. Et ben voilà, je crois que j'ai fini. Plus que Ah tout ouais, ça. tu laisses. L'été est fini, bientôt la rentrée. Ouais. Passons adorables. Il y a Caroline et Dominique qui disent c'est riche les Patreons, il faut venir. Euh, alors le seul risque, voilà, il faut quand même que je le dise, à venir dans les Patreons, visiblement le seul risque, c'est que vous ayez envie d'acheter quand je fais des gros trucs. C'est d'être accro, quoi. C'est d'être accro, Ah voilà. non, mais elle est addictive, hein, Stéphane, fais gaffe, hein. Elle est très, Bah, très addictive. ouais, la première fois que je suis venu, j'ai poussé la porte parce que j'ai vu de la lumière et puis voilà, quoi. Eh ben ça fait 4 fois. Bah, ouais. Et Non, non, en même temps, Stéphane, t'es le seul mec, hein, ça fait plaisir quand même d'avoir un mec. ça Bah, craint, hein. après, bon, clairement, il faut que je conclue ma formation. Parce que c'est un petit peu compliqué. Et puis, bon, après, moi, faut que je me spécialise dans le truc qui me branche beaucoup, là. Et puis, en même temps, bah, là, on devait faire les portals et puis j'ai pas pu parce que j'ai les épreuves de recherche de personnes disparues qui sont dans 8 jours en tant Je compatis. qu'organisateur et commissaire au juge. Je Donc, bien compatis. sûr, on est à l'arrache. Et puis, après, bah, faut que je conclue ma formation. Et puis, après, avec le gros, on va certainement essayer de partir en épreuve. Enfin, bon, bref. Enfin, Non, plein de mais trucs. souvent, ce qui manque le plus, c'est le temps, hein. Ah, bah, c'est à chaque fois qu'on me dit qu'est-ce que tu vas à Noël, je vous dis tant. Mm. Non, non, mais je cours après. Euh, Mais, je, ouais. je compatis. Et d'ailleurs, je vais donc vous laisser. On va aller manger tous, sauf ceux qui n'ont pas de caméra et qui ont triché et qui ont attaqué le repas avant. Bon, alors, Euh, moi, j'ai demandé un petit peu la canette de Schweppes, hein. ça le va, ça. J'assume. J'assume. Ouais, non, non, t'as raison. Moi, là, j'ai faim. Allez, je vous abandonne là-dessus. Bonne Allez, soirée. Toto. Ça Bonne marche. soirée, merci. Bye Bonne bye. soirée à toutes.